Pendant 8 ans, elle a attendu que sa mère revienne pour qu'elles puissent enfin vivre ensemble, toutes les deux. Sa mère est revenue, mais elle a amené un homme que personne n'avait demandé ni attendu. Et à partir de ce moment-là, la vie qu'elle s'était imaginée a commencé à s'effondrer. Mais reprenons depuis le début. Oufa, 2016. Arina avait environ 6 ans quand, à un moment donné, sa mère a tout simplement cessé de rentrer à la maison. Elle n'avait pas disparu? Non. Alfia avait été arrêtée. Et où exactement? Personne n'a vraiment expliqué à Arina à l'époque. Elle a été confiée à sa grand-mère et sa tante, et c'est là qu'un tout autre chapitre a commencé, sans sa mère, sans comprendre ce qui s'était réellement passé. Avec le sentiment que quelque chose s'était brisé, mais quoi exactement? Elle ne pouvait pas le saisir à son âge. Et puis les années se sont étirées. Arina a grandi, est allée à l'école, a mûri, tandis que sa mère restait quelque part au loin. Alfia purgeait sa peine dans un centre de détention où l'usage du téléphone était autorisé, alors il y avait des appels. Le lien n'était pas complètement rompu, mais la distance ne disparaissait jamais. 8 ans, c'est la moitié de sa vie à ce moment-là. Plus tard, lors de son interrogatoire, elle dira les choses clairement. « J'attendais vraiment beaucoup ma mère. Je pensais que quand elle sortirait, on vivrait ensemble, juste toutes les deux. » Avril 2024. Alfia est enfin libérée. À ce moment-là, Arina a déjà 14 ans. Elle n'est plus cet enfant qui dessinait des images et les envoyait à sa mère. C'est désormais une adolescente, avec ses propres habitudes, son propre caractère. Et elle n'avait qu'une seule attente. Maman rentre et maintenant elles seront ensemble. Sauf qu'Alfia n'est pas venue seule, elle est arrivée avec un homme. Ils se sont installés dans le même quartier d'Oufa où Arina avait grandi. Un nouvel appartement, un nouveau mode de vie et un étranger à table qu'elle n'avait ni demandé ni attendu. Alfia avait 20 ans quand elle a accouché. Elle était pâtissière de métier, mais à ce moment-là, ça n'avait plus beaucoup d'importance. Le père d'Arina était alors fermement tombé dans la dépendance à l'alcool. Il ne travaillait pas, il n'y avait pas d'argent à la maison. Alfia racontera plus tard aux journalistes que la seule nourriture régulièrement disponible chez eux était de la pâtée pour chat. Et elle regardait tout cela se dérouler, espérant que d'une façon ou d'une autre, les choses s'arrangeraient, que la situation s'améliorerait. Ça ne s'est pas arrangé. À un moment donné, des gens sont apparus et lui ont proposé du travail. Simple, du moins c'est ce qui semblait à l'époque, récupérer et livrer des paquets de substances illicites. Alfia a accepté. Elle n'avait pas de voiture, alors tout devait se faire en taxi. Le soir, quand les bus ne circulaient plus, elle commandait des courses vers les périphéries, vers les zones industrielles, vers les quartiers pavillonnaires. Les chauffeurs, selon ses propres dires, comprenaient tout mais n'intervenaient pas. On la payait environ 50 000 roubles par mois, mais la majeure partie repartait aussitôt, en frais, en taxi, en communication. Parfois, les itinéraires passaient juste devant des commissariats. Elle devait récupérer des paquets pratiquement sous les caméras de surveillance. Et plus tard, elle raconterait tout cela calmement, sans excuse, comme si elle décrivait la vie de quelqu'un d'autre. Cela a duré plus d'1 mois. En 2016, elle avait été arrêtée. Au procès, un chiffre a été annoncé, 11 ans pour trafic. Sa fille a été confiée à sa grand-mère et Alfia a été emmenée. Plus tard, la peine a été réduite, mais à ce moment-là, dans cette salle d'audience, ce chiffre sonnait comme un verdict pas seulement pour la mère. 6 ans dans l'atelier de couture d'une colonie pénitentiaire pour femmes. Alfia décrira plus tard cette période en 3 mots, comme si elle avait traversé un cauchemar. Elle n'a pas donné de détails, mais la formulation elle-même en dit assez. Chaque jour la même chose, des équipes sans fin, des conditions extrêmement difficiles. Elle a été affectée à la production et y est restée jusqu'à ce qu'elle obtienne finalement un transfert. Et ce qui l'a maintenue tout ce temps, c'était une seule pensée. Sa fille l'attendait et un jour elle pourrait revenir et tout recommencer. Après 6 ans, Alfia a obtenu un transfert vers un centre de réinsertion. Officiellement, c'était considéré comme une sorte de libération conditionnelle, mais en réalité, c'était un foyer. Des blocs séparés pour hommes et femmes, 3 chambres chacun, 15 personnes par chambre. Aucun espace personnel, mais au moins les portes n'étaient plus verrouillées de l'extérieur. Elle se rendait au travail elle-même, à travers toute la ville. Des équipes de 9h à 18h, toujours comme couturière. On pouvait la réveiller au milieu de la nuit et lui dire qu'elle devait venir pour une équipe urgente. Les heures supplémentaires étaient normales.
Mais comparé à ce qui précédait, le centre de réinsertion semblait presque être la liberté. Et voici le plus important. Ici, l'usage du téléphone était autorisé. Pour la première fois en 6 ans, Alfia pouvait non seulement attendre, mais appeler, envoyer des messages, savoir ce qui se passait au-delà des murs, reconstruire des liens qui semblaient perdus. À un moment donné, une personne est apparue parmi ses contacts, quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps, de l'autre bout du pays et d'une autre vie. Elle a commencé une correspondance. Qui était à l'autre bout deviendrait clair plus tard, mais c'est entre les murs du centre de réinsertion que la vie future dans laquelle Alfia comptait revenir a commencé à prendre forme. Une vie où elle n'aurait pas seulement sa fille à ses côtés. Il s'appelait Semyon. Lui et Alfia avaient grandi dans la même cour à Oufa, avaient couru ensemble, se connaissaient depuis la petite enfance. Puis la vie les a séparés. Semyon a quitté la ville et s'est installé à Saint-Pétersbourg. Il a épousé une femme nommée Yekaterina. Alfia est restée, a rencontré un autre homme, a donné naissance à Arina, a élevé sa fille. Les années ont passé et chacun a vécu sa propre vie. Ils s'écrivaient, faisaient des projets pour une vie commune, 2 personnes, toutes 2 avec un passé, de chaque côté de la carte. Lui à Saint-Pétersbourg, elle derrière les murs. Mais la distance n'avait pas d'importance, et probablement pour tous les 2, cela semblait être une chance de repartir à zéro. À un moment donné, Semyon a annoncé à Yekaterina qu'il retournait chez lui, à Oufa, vers une autre femme, qui à ce moment-là n'avait même pas encore été libérée. Le divorce s'est passé sans problème. Plus tard, Yekaterina contacterait les autorités, mais cela ne serait révélé qu'au procès. En avril, Alfia a été libérée et Semyon l'attendait aux portes. Il était venu, comme promis, l'avait retrouvée, l'avait emmenée. Mais il faut noter qu'Arina savait déjà qui il était à ce moment-là. Sa mère lui en avait parlé, et même avant la libération d'Alfia, elle avait envoyé un cadeau à sa fille par l'intermédiaire de Semyon. Ils étaient déjà tous les 3 en contact, alors quand ils se sont finalement rencontrés en personne, ils ont pris la décision ensemble. Ils vivraient comme une famille. Arina a accepté, au début même avec une certaine curiosité. Une nouvelle personne, une nouvelle vie, maman enfin à ses côtés. Et voici le contexte qui compte. Son propre père avait disparu à ce moment-là. Il n'y avait aucune figure masculine dans sa vie. Pas un seul homme autour. Et puis il y avait Semyon, un adulte venu d'une autre ville pour sa mère. Quelqu'un qui n'avait pas abandonné. Ils se sont installés. Un appartement dans le même quartier d'Oufa où Arina avait grandi. L'école à proximité, des rues familières. Mais à l'intérieur, la dynamique était différente maintenant. Une mère absente depuis 8 ans essayait maintenant d'être à nouveau une mère. Un homme qui avait vécu dans une autre ville pendant 8 ans essayait maintenant de faire partie d'une famille qui n'était pas la sienne, et une adolescente qui avait attendu une chose tout ce temps et en avait reçu une complètement différente. De l'extérieur, tout semblait normal. 3 personnes sous le même toit, une vie quotidienne partagée, des conversations au dîner. Arina allait à l'école, Alfia avait trouvé un travail, Semyon était là. Pendant un temps, tout a tenu. Le fait est que chacun de ces 3 avait sa propre version d'une vie normale. Alfia voulait une famille, Semyon voulait être utile, et Arina voulait juste sa maman. Ces 3 désirs ne s'étaient pas encore heurtés, mais, comme cela deviendrait clair plus tard, ce n'était qu'une question de temps. Le premier signal d'alarme est venu de l'école. Les notes d'Arina ont chuté, plusieurs matières nécessitaient des rattrapages. Elle en a manqué un et a dit à sa mère qu'elle n'avait pas besoin d'y aller. Elle a menti. Alfia l'a découvert, et à partir de ce moment, la douceur a pris fin. Avec Semyon, ils ont pris le contrôle. Le téléphone était désormais donné pour des périodes limitées et retiré 1 heure avant le coucher. Ils ont commencé à surveiller les devoirs, l'emploi du temps, où Arina allait et avec qui elle parlait. Pour les adultes, cela semblait logique. Ils avaient découvert un mensonge, donc resserré les règles. Mais pour Arina, c'était une expérience complètement différente. Pendant 8 ans, elle avait vécu avec sa grand-mère et sa tante, sans main ferme, sans contrôle horaire, sans qu'un étranger décide soudain quand elle pouvait tenir son propre téléphone. Elle était habituée à un autre mode de vie, et la transition vers ce nouveau régime à travers des restrictions et des vérifications était perçue non pas comme de l'attention, mais comme de la pression.
Maintenant, les adultes avaient leur raison. La tante, chez qui Arina avait vécu toutes ces années, avait remarqué que quelque chose n'allait pas auparavant. Elle avait vu que sa nièce visitait des sites de rencontres, avait dit que quelque chose clochait chez elle. Et quand Arina a demandé à Semyon de réparer son ordinateur portable, il a découvert du contenu explicite sur le disque dur. Plus tard, Alfia elle-même y a trouvé des dessins similaires. La réaction était prévisible, encore plus de contrôle, encore moins de liberté. Ils ont décidé que le problème était Arina, qu'elle était tombée sous une mauvaise influence, qu'il fallait tenir plus serré. Et plus il serrait, plus elle s'éloignait. La relation entre elle et Semyon s'est détériorée rapidement. Entre elle et sa mère aussi. Il y avait une caméra de surveillance dans l'appartement. Alfia et Semyon ne le cachaient pas. Ils l'avaient installée pour surveiller Arina. La caméra enregistrait le salon, l'espace principal de l'appartement. Le même espace où la famille passait du temps ensemble, et le même espace où, selon Arina, ce qui finirait par tout bouleverser se produirait plus tard. Mais avant cela, il y a eu le mois d'août, l'été. Arina repassait des examens à l'école, sa mère partait au travail, et Semyon restait à la maison. Ils étaient seuls ensemble. Et selon le témoignage d'Arina, c'est là que tout a commencé. Semyon est venu dans sa chambre, a commencé à la réprimander pour son comportement, puis l'a poussée sur le lit. Ce qui s'est passé ensuite, elle le décrirait aux enquêteurs plus tard, en novembre, dans le langage sec d'un procès-verbal. Et ce n'était pas la seule fois. Selon elle, des incidents similaires se produisaient chaque fois que sa mère partait et qu'ils se retrouvaient seuls ensemble. Après ces épisodes, il lui donnait probablement de l'argent, pour le transport, pour la nourriture. Pas comme un cadeau, comme un paiement pour son silence. Et elle s'est tue longtemps. Pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'il n'y avait personne à qui le dire. Sa mère venait de revenir, était heureuse, avait choisi cet homme, l'avait attendu, construisait des projets avec lui, avait misé toute sa nouvelle vie sur lui. Comment lui dire que la personne qu'elle avait amenée chez elle faisait cela? Et la caméra était dans le salon. Alfia dirait plus tard qu'il n'y avait rien d'incriminant sur les images, mais elle ajouterait ensuite que l'enquêteur avait saisi les enregistrements. Ce qu'il y avait réellement dessus resterait un sujet de controverse. Arina vivait dans cet appartement sous surveillance et pourtant restait complètement seule. La caméra captait l'espace, mais ne captait pas ce qui se passait derrière la porte fermée de la chambre. Le 9 septembre 2024, Arina n'est pas venue voir sa mère d'elle-même. C'est Alfia elle-même qui lui a demandé de raconter ce qui s'était passé. Elle avait probablement remarqué quelque chose, le repli sur soi, la tension, le changement de comportement, ou peut-être des bribes d'informations lui étaient parvenues de quelqu'un de leur entourage. Quoi qu'il en soit, elle a posé la question. Et Arina a raconté. Les détails exacts seraient connus plus tard, à partir de son témoignage à l'enquêteur. Mais l'essentiel était simple. Semyon la touchait quand leur mère partait. Alfia a écouté et a commencé à poser des questions de clarification. Et ce qu'elle a entendu en réponse ne l'a pas convaincue. Selon la mère, rien ne collait. Arina s'était comportée normalement tous ces jours après l'incident présumé, interagissait avec son beau-père, ne l'évitait pas, ne montrait aucune peur. De l'avis d'Alfia, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte après ce que sa fille décrivait. Elle a aussi interrogé Semyon. Il s'est montré surpris à assurer que rien de tel ne s'était jamais produit, et c'est là que la mère a tiré sa conclusion. Selon ses propres mots, sa fille était une menteuse habituelle. Elle dit ce qui l'arrange. Alfia a décidé qu'Arina avait inventé toute cette histoire pour détourner l'attention de ses problèmes à l'école, pour qu'on arrête de la gronder pour les rattrapages manqués, pour récupérer son téléphone et assouplir le contrôle. La conversation s'est terminée sans résultat. Aucune plainte n'a été déposée. Semyon est resté dans l'appartement. La vie a continué comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Arina est restée dans la maison avec la personne contre qui elle s'était plainte et avec une mère qui avait choisi de ne pas la croire. C'était la première fois qu'elle avait demandé de l'aide. L'aide n'est pas venue. Avant même la rentrée scolaire, Arina a demandé à son amie Olia de l'accompagner chez la mère de Semyon pour déposer des affaires. Une visite ordinaire, une raison ordinaire, mais Arina avait un autre objectif en tête. Là, chez cette femme, elle s'est d'abord plainte de choses quotidiennes. Son beau-père ne la laissait pas sortir, contrôlait chacun de ses mouvements.
Et puis, elle a commencé à faire des signes à Olia, lui suggérant que son amie raconte l'histoire à sa place. Elle ne pouvait pas le faire elle-même, ou elle n'osait pas, ou elle avait peur qu'on ne la croie pas encore, comme ça s'était déjà passé avec sa mère. Olia a compris et l'a dit directement. Semyon tripotait Arina et se comportait de manière déplacée avec elle. La mère de Semyon a été surprise, mais pas de la façon dont quelqu'un est surpris en entendant quelque chose d'impossible. Elle s'est souvenue de quelque chose. Son fils lui avait lui-même parlé d'une blague déplacée qu'il avait faite à l'encontre de sa belle-fille. Mais ce n'était qu'une blague, selon lui. Et voici ce qui est révélateur. La mère n'a pas demandé ce qu'il voulait dire exactement, n'a pas demandé dans quelles circonstances. Pourquoi un homme adulte se permettrait quelque chose comme ça envers la belle-fille mineure de quelqu'un d'autre? La conversation s'est apparemment arrêtée là. La mère de Semyon n'a pas appelé Alfia, n'a pas posé de questions supplémentaires à son fils, ne s'est pas inquiétée. Une blague est restée une blague, et c'est là que l'image complète devient visible. Arina a essayé 3 fois. Elle l'a dit à sa mère, qui ne l'a pas cru. Elle a demandé à son amie de le dire à la mère du beau-père, qui a tout mis sur le compte d'une blague. À chaque fois, l'information a atteint un adulte. À chaque fois, l'adulte a décidé que ce n'était pas sérieux. Et à chaque fois après cela, Arina est retournée dans le même appartement, avec la même personne. En octobre, Arina l'a dit à sa mère de nouveau, directement, son beau-père l'avait agressée. Alfia a écouté et cette fois a posé des questions plus détaillées. Quand on lui a demandé exactement quand c'était arrivé, Arina a nommé un moment précis. Mais il s'est avéré qu'à ce moment exact, Semyon était au téléphone avec Alfia. La mère s'en souvenait. Une incohérence. Et pour Alfia, cela est devenu la confirmation finale. Sa fille mentait. À ce moment-là, une image complète s'était formée dans l'esprit de la mère. Des problèmes à l'école, le mensonge sur le rattrapage, du contenu explicite sur l'ordinateur portable, les dessins, les sites de rencontres, des conflits liés à l'adolescence, la bataille pour le téléphone, maintenant des accusations qui ne correspondaient pas chronologiquement. Tout cela s'additionnait pour former une seule version, une adolescente difficile qui ferait n'importe quoi pour gagner sa liberté et se débarrasser de la personne qui l'empêchait de vivre comme avant. Pour Alfia, cette version était probablement simplement convaincante parce que l'alternative signifierait que l'homme pour qui elle avait recommencé à vivre après 8 ans derrière les barreaux était exactement celui que sa fille décrivait. Et cela détruirait absolument tout. La deuxième accusation a été rejetée, aucune plainte n'a été déposée à nouveau. Semyon est resté dans l'appartement. Il ne restait plus qu'une option, et elle se trouvait au-delà des murs de cet appartement. Cette conversation du 9 septembre, un détail est resté hors champ. Alfia avait invité sa fille à parler non pas des allégations d'agression, elle avait appelé cela une « dispute avec Semyon ». Autrement dit, avant même que la conversation commence, elle avait rétrogradé le statut de ce qui se passait. Pas une accusation, pas une plainte, une dispute. Un conflit domestique entre une belle-fille et un beau-père. Et deuxièmement, Semyon était dans la pièce. Il était présent pendant cette conversation. Arina devait décrire ce qu'on lui avait fait en présence de la personne qu'elle accusait, face à face, dans le même espace, sous son regard. Peut-être que pendant un instant, elle a cru que sa mère voulait enfin l'écouter, que c'était une chance, que tout allait changer maintenant, et elle a parlé devant lui. Après son récit, Alfia a conclu qu'elle mentait. Et Semyon a mis fin à la discussion avec une seule phrase, lui a dit qu'il était temps de faire ses devoirs. Après que sa belle-fille venait de raconter à sa mère ce que cette personne lui faisait, il a terminé la conversation par une instruction sur les devoirs, comme un adulte qui sait mieux. Et Alfia n'a pas protesté, n'a pas dit « Attends, je n'ai pas fini », n'a pas demandé qu'il sorte, n'a pas remis en question le fait que l'accusé était vraiment la personne qui devait être présente lors d'une telle conversation. La conversation s'est terminée. Arina a quitté la pièce avec une compréhension pire que n'importe quel refus. Sa mère ne l'avait pas seulement pas cru, sa mère lui avait donné le droit de décider quand la conversation était terminée. Vacances d'automne, mère au travail, Semyon de nouveau seul avec Arina. Il est entré dans sa chambre, mais le prétexte était qu'elle n'avait pas rangé à temps. Et c'est alors qu'il a prononcé une phrase qui résonnerait dans cette affaire encore et encore. Quote 5. Une dispute a commencé. Elle s'est déplacée de la chambre au salon, celui où se trouvait la caméra de surveillance.
Là, Semyon a de nouveau commencé à s'en prendre à sa belle-fille. Cette fois, Arina n'a pas résisté. Selon son témoignage, elle était trop effrayée. Ce qui s'est passé ensuite est documenté dans le dossier. Semyon a commis des actes que l'enquête qualifierait plus tard selon l'article le plus grave, impliquant l'utilisation d'un objet. Les détails sont restés dans le procès-verbal d'interrogatoire et ils ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Après, il l'a envoyé à la douche et a dit une chose qui explique peut-être sa logique interne, mieux que n'importe quelle expertise. Il a promis, quote 6, jusqu'en janvier. Pas plus jamais, pas je suis désolé. Une pause, un calendrier. Comme s'il s'agissait d'un planning, pas de ce qu'il venait de faire à une personne confiée à ses soins. Cela s'est passé dans le salon où se trouvait la caméra. Ce qu'elle a enregistré, et si elle a capturé ce moment précis, à ce moment-là, personne ne le savait sauf Semyon. Le matin du 18 novembre. Semyon accompagne Arina à l'école. Un trajet ordinaire, un jour ordinaire. Et en chemin, il prononce à nouveau ces mots. Côte neuf, la même phrase, la même voix. Quelques semaines plus tôt, quand il l'avait dit la dernière fois, ce qui avait suivi était la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Et maintenant, il le disait à nouveau. La promesse jusqu'en janvier s'était révélée vide. Arina a compris. Tout recommençait. Elle est arrivée à l'école, s'est assise à son bureau, le cours a commencé. Et pendant le cours, elle s'est mise à pleurer. Pas doucement, pas cachée. Elle ne pouvait tout simplement plus retenir. La phrase dite ce matin-là a fonctionné comme le coup final contre un mur qu'elle construisait depuis des mois. L'enseignante a remarqué, s'est approchée, a demandé ce qui s'était passé, et Arina lui a raconté. Pas à sa mère, qui ne l'avait pas entendu 3 fois. Pas à la mère du beau-père, qui avait tout mis sur le compte d'une blague. Pas à son amie, qui avait déjà essayé et ça n'avait pas aidé. À l'enseignante, une étrangère. La seule adulte qui se trouvait là, à ce moment-là, et qui avait posé la question. Arina lui a dit que le compagnon de sa mère l'agressait. Les enseignants ont réagi comme tous les adultes avant eux auraient dû réagir. Ils ont contacté les autorités. Une enquête a commencé. Après le signalement des enseignants, tout s'est accéléré. Une procédure pénale a été ouverte. Arina a été retirée de la famille et placée dans un foyer, et Semyon a été placé en détention. L'enquêteur a saisi la caméra de surveillance de l'appartement. Alfia a appris que sa fille avait tout raconté aux enseignants. À des étrangers, à ceux qui l'avaient cru du premier coup. Sans question de clarification, sans vérification des incohérences, sans interrogatoire en présence de l'accusé. Pour la mère, cela a probablement été un coup, mais pas le genre qui fait reconsidérer sa position. Le genre qui la renforce. Alfia est restée du côté de Semyon. Elle était certaine. Sa fille avait faussement accusé un innocent, et elle avait l'intention de le prouver. Pendant que l'enquête était en cours, un détail a fait surface qui, à première vue, jouait contre Arina. Avant l'ouverture du dossier, Semyon et Alfia avaient découvert les messages de leur belle-fille avec ses amis. Arina discutait de son beau-père avec elle, lui souhaitait le pire, réfléchissait à des moyens de semer la discorde entre lui et sa mère. Elle écrivait directement, elle voulait qu'il disparaisse de leur vie, mais atteindre ses amis n'était pas facile. Son téléphone était contrôlé, son temps avec lui limité. Alors, Arina a trouvé un détour. Elle a convaincu la fille de l'ami de sa mère de les inviter. Là, elle a utilisé le compte de cette connaissance pour se connecter à la messagerie et contacter Olia. En contournant le contrôle, via le profil de quelqu'un d'autre, comme une personne à qui on avait coupé tous les canaux légitimes vers le monde extérieur. Et quand Semyon et Alfia ont lu ces messages, tout est devenu parfaitement clair pour eux. L'adolescente avait délibérément comploté pour se débarrasser de son beau-père. L'accusation d'agression, selon leur version, faisait partie de ce plan. Un mensonge pour atteindre un objectif, une manipulation. Plus tard, les messages ont été supprimés. Très probablement, Arina a réalisé que ces communications avaient été exposées, mais le contenu était déjà connu des 2 adultes. Pour Alfia, ces messages sont devenus la preuve principale. Sa fille n'était pas une victime, mais une manipulatrice. Pour Semyon, la confirmation que les accusations étaient motivées par la vengeance, pas par des événements réels. Mais il y a une autre façon de voir les mêmes événements. Une adolescente enfermée dans un appartement avec une personne qui l'agressait.
privée de son téléphone, coupée de ses amis, trouvant n'importe quelle faille pour se connecter au monde extérieur, utilisant les comptes des autres, discutant de la façon de se débarrasser de la menace, souhaitant du mal à son agresseur. Les mêmes messages, deux lectures. Laquelle est exacte dépend de ce qui se passait réellement dans cet appartement. Arina a été retirée de la famille et placée dans un foyer. Un endroit que tous les adolescents redoutent. Un endroit qui sonne comme une punition. Mais pour Arina, c'est devenu un refuge. Selon son propre témoignage, elle s'y est plu. La formulation était simple, presque enfantine. Cote 10 pas, cote 11, pas cote 12, pas cote 13. Personne ne me crie dessus, c'est ce qui comptait le plus pour elle, et ce qui se passait quand sa mère partait au travail. Rien de tout cela n'existait au foyer. Pas de contrôle, pas de cris, pas de pas dans le couloir suivi de l'ouverture de la porte de sa chambre. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormait sans anxiété, sans écouter, sans attendre. Mais un foyer n'est pas une maison. Et il n'y a pas de maman au foyer. La même maman qu'Arina avait attendue pendant 8 ans, celle qui ne l'avait pas crue une seule fois, qui avait invité Semyon à être présent pendant la conversation et n'avait pas protesté quand il l'avait terminée par une remarque sur les devoirs. La paix au foyer était réelle, mais le manque de sa mère l'était aussi. Et avec le temps, le manque a commencé à l'emporter. Arina a commencé à demander à rentrer chez elle, mais les services de protection de l'enfance ne la laissaient pas partir. Et à la maison, Alfia attendait, seule, sans sa fille, sans Semyon, dans un appartement vide, avec une caméra inactive et la ferme conviction que tout était la faute d'Arina. Le soulagement initial du foyer s'est estompé. Le calme, la sécurité, tout cela était toujours là. Mais le calme, ce n'est pas maman. Et maman était la seule chose qu'Arina avait voulu toute sa vie. Et peut-être que cette logique même s'est mise en marche dans l'esprit d'une adolescente de 14 ans. Pas une logique juridique, pas stratégique, mais une logique d'enfant. Simple. Si je dis que j'ai menti, ils me rendront ma maman. Et Arina a écrit à l'enquêteur, au procureur, qu'elle avait tout inventé, qu'elle avait faussement accusé son beau-père. Selon Alfia, sa fille avait déjà admis avoir tout inventé. Pour la mère, c'était la confirmation de ce qu'elle disait depuis le début. Sa fille avait menti, Semyon était innocent, le système s'était trompé. Mais ensuite, quelque chose s'est passé qu'Alfia n'avait pas prévu. L'enquête n'a pas accepté le nouveau témoignage d'Arina au dossier. Les services de protection de l'enfance ne l'ont pas laissée rentrer chez elle. L'enquête a continué. Ma fille a déjà écrit à l'enquêteur et au procureur, mais ils n'acceptent pas son nouveau témoignage au dossier, raconterait-elle plus tard aux journalistes. Pour la mère, cela semblait absurde. Pour les enquêteurs, probablement, comme un tableau classique de pression environnementale. Le mal du pays, une tentative de la victime de rembobiner, de récupérer ce qui avait été perdu. Les enquêteurs avaient déjà vu ça. Arina voulait rentrer chez elle, et elle a payé avec la seule monnaie qu'elle avait, en se rétractant de ses propres paroles. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Au lieu de cela, les services de protection de l'enfance sont allés au tribunal et ont obtenu la déchéance des droits parentaux d'Alfia. Arina a été transférée du foyer à un orphelinat. Pas un placement temporaire, mais permanent. Pas jusqu'à ce que les choses soient réglées, mais légalement. Alfia n'était plus sa mère aux yeux de la loi. Pendant 8 ans, Arina avait attendu que sa maman sorte de prison. Elle est sortie. Elle a vécu avec elle quelques mois, d'avril à novembre 2024. 6 mois. Et puis elle l'a perdue à nouveau. La première fois, parce que sa mère s'était fait prendre avec les paquets. La deuxième fois, parce que sa mère avait choisi un homme. Les services de protection de l'enfance ont évalué la situation et ont conclu. Renvoyer l'adolescente dans cette famille n'était pas une option. La mère n'avait pas protégé sa fille. Ne l'avait pas cru, s'était rangée du côté de l'accusé, avait permis une situation où la mineure s'était retrouvée seule avec la personne contre qui elle s'était elle-même plainte. Au cours de l'enquête, une expertise psychologique a identifié chez Arina des signes de troubles mixtes du comportement et des émotions. Pour Alfia, la déchéance des droits parentaux a été un coup terrible. Elle ne comprenait pas. Sa fille elle-même avait dit qu'elle avait menti, qu'elle voulait rentrer chez elle. Pourquoi ne la laissait-il pas partir? Le système qui était censé protéger les familles avait, selon sa logique, détruit la sienne.
C'est ainsi que cela apparaissait, depuis l'appartement où une seule femme vivait désormais, sans sa fille, sans son homme, sans droit sur sa propre adolescente. Et Harina s'est retrouvée dans un orphelinat, un endroit d'où on ne demande plus à rentrer chez soi parce qu'il n'y a plus de chez soi. L'affaire est passée devant le tribunal, audience à huis clos, comme l'exigent les affaires impliquant des mineurs. Semyon maintenait son innocence complète. Alfia a témoigné en sa faveur et l'a caractérisé devant le tribunal comme « cote 16 ». Et puis, un détail a fait surface qui n'avait pas été mentionné avant le procès. Au cours de l'enquête, on a découvert que l'ex-femme de Semyon, Yekaterina, avait précédemment déposé une plainte contre lui, celle-là même qu'il avait quittée. Après le divorce, elle avait contacté les autorités concernant la diffusion de matériel intime, et le suspect était Semyon. Ce n'était pas partie des charges dans l'affaire d'Harina, mais cela faisait partie du tableau d'ensemble, celui que le tribunal voyait dans son intégralité et qu'Alfia refusait de voir. Et puis Harina est entrée dans la salle d'audience. Au procès, elle a répété son témoignage initial, tout dans son intégralité. La rétractation a été mise de côté. Face au système qui l'avait retirée de chez elle, avait déchu sa mère de ses droits parentaux et l'avait placée dans un orphelinat, elle a choisi de dire la vérité, sachant que cette vérité ne lui ramènerait pas sa mère. Sachant que sa mère était assise dans cette même salle d'audience, appelant l'homme qu'Harina accusait très gentil. L'accusation reposait sur le témoignage d'Harina, le témoignage de ses amis, la plainte de l'ex-femme et les éléments du dossier. Il n'y avait pas beaucoup de preuves directes, mais le tribunal a jugé les preuves suffisantes. Et Alfia, après le procès, dira aux journalistes « Quand je récupérerai ma fille, on travaillera à faire sortir Semyon. Il n'est pas en colère contre Harina, il reste calme parce qu'il comprend qu'elle était juste vexée. Le problème, c'est que les adultes ont cru ses paroles si vite. » Semyon a reçu une peine proche du maximum. Il a continué à maintenir son innocence. Alfia a continué à le croire. Cela aurait pu être la fin. Mais une question demeurait. Ce qui s'est passé, c'est maintenant clair. Mais pourquoi? Pourquoi la mère n'a-t-elle pas cru sa fille? Pas la première fois, pas la deuxième, pas la troisième, pas même quand les enseignants ont contacté les autorités, pas même quand le tribunal a rendu son verdict. Et la réponse n'est probablement ni la stupidité ni l'indifférence. Elle réside dans ses 8 années d'incarcération. Semyon est devenu partie de son rêve d'une vie normale avant même qu'elle soit libérée. Il l'a accueillie, est devenu l'homme de la maison. Il était la preuve qu'Alfia n'était pas une cause perdue, mais une femme normale avec une famille. Croire Harina aurait signifié détruire tout cela, admettre que la toute première erreur après la libération avait conduit à une catastrophe. Accepter cela était probablement psychologiquement impossible. Maintenant, tout semble différent. Les lettres de prison, l'interrogatoire en présence de Semyon, la caméra dans l'appartement. Il ne surveillait pas l'homme, il surveillait l'adolescente. Parce que l'adolescente était le problème, et l'homme était le pilier de soutien. Harina a perdu sa maman 2 fois, à 6 ans, quand elle a été incarcérée, à 14 ans, quand sa mère a refusé de la croire. Elle a choisi la vérité et s'est retrouvée seule. Chers téléspectateurs, si vous observez quelque chose de similaire chez vos connaissances, chez vos enfants, chez vos filles, chez vos fils mineurs, s'il vous plaît, enquêtez, écoutez et ressentez la vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire. À la prochaine!